Bonsoir Emmanuel Hirsch. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous tombez bien. Ce livre tombe très bien. Je vais le saisir comme ça. Hop, ce livre tombe très bien au moment où on évoque à nouveau la possibilité de reconfinements locaux en France, de couvre-feu. Vous êtes professeur d'éthique médicale et avec d'autres professeurs, notamment d'histoire, d'économie, de sociologie, vous avez réfléchi à cette pandémie 2020, c'est le titre, à ce que nous avons vécu pendant le confinement. Tout ça, d'ailleurs, a été écrit pendant la période du confinement. Vous avez réfléchi à l'apparition de cette nouvelle maladie, à la manière dont cette crise a été gérée. Tout est dans ce livre, on va en parler. Mais j'avais une question avant. Comment vous avez réagi en découvrant ces dernières heures à la une de l'actualité ce mot de couvre-feu, qui est une des hypothèses sur la table et on attend confirmation ou pas demain? J'ai réagi surtout parce que j'avais l'impression qu'on avait mis en place, à travers la première phase de la pandémie, une stratégie. J'ai l'impression que les politiques étaient au rendez-vous, en tous les cas, elles disaient. Il y avait beaucoup d'effets de manche. Et là, on se retrouve dans une situation extrêmement troublante. D'abord parce que la France entière attend une décision du président de la République, alors que la France entière aurait pu se mobiliser. Ce qui me frappe dans une démocratie, c'est qu'on est maintenant dans l'anxiété d'annonce. On en a eu d'autres de la part du président de la République et des premiers ministres. Et ce qui me frappe, c'est que celles et ceux qui pouvaient se mobiliser, notamment après le confinement, celles et ceux qui se sont mobilisés ces derniers jours, quand on a été confronté à la catastrophe dans le sud de la France, c'est-à-dire monsieur tout le monde, madame tout le monde, avec son énergie, ses compétences, ses valeurs républicaines, ces personnes-là sont des exclus. Et ils attendent, j'allais dire, comme la bonne parole, ce que le président de la République va nous présenter, et pas d'une manière, j'allais dire, anodine. En termes de virage, en termes de on tourne à vis, comme si on était dans un discours répressif, comme si on était infantilisé au point qu'on n'a aucune capacité aujourd'hui de réaction par rapport au Covid qui reprend son parcours, et on le savait, et sur du long cours. Donc ça ne va pas être gérable politiquement très très longtemps que d'être dans une espèce de stratégie du pire, et on voit déjà toutes les réticences sur le terrain. Donc l'acceptabilité dans un contexte de défiance, eh bien je dis chapeau, Monsieur le Président de la République, si vous réussissez. On va parler de tout ça ce soir. Il y a eu un conseil de défense ce matin, on attend de voir quelle décision a été prise. Mais alors on sent à vous lire que le concept même de conseil de défense vous heurte. Vous dites dans un de vos derniers billets que les décisions sont prises dans un entre-soi dont on ignore tout. C'est le conseil de défense notamment dont vous parlez? Attendez, je ne suis pas le seul à le dire. Non, vous êtes sur le plateau. J'ai le toupet de l'expliquer et qu'on n'attend pas d'un professeur d'éthique médicale dans une universitaire qui prenne ses positions. Moi, je suis un citoyen, je suis un démocrate. J'ai fait toutes mes années d'études dans le contexte du sida. Une pandémie qui a appelé aux valeurs de la démocratie, aux valeurs de la démocratie, également de la démocratie en santé. Donc, toute cette aventure donnait un certain nombre d'éléments de référence et peut-être d'éléments intéressants à prendre en compte dans le processus décisionnel, notamment en associant la société civile, le milieu associatif, bref, tout un ensemble d'interlocuteurs, d'intermédiaires qui sont totalement exclus. Alors, quand je parle, effectivement, non pas du huis clos, mais de l'entre-soi, c'est parce qu'on ne sait pas comment la décision se prend. C'est-à-dire, le Parlement, il est convoqué de temps en temps, j'allais dire, pour accepter ou admettre des lois qui sont des lois bien particulières, dans un contexte qu'on peut justifier. J'arrive à comprendre qu'il y a une crise, j'arrive à comprendre qu'on est dans l'urgence, j'arrive à comprendre qu'on est dans la complexité. Mais regardez, ne serait-ce que ce mépris de temps en temps, et puis changement de position vis-à-vis du conseil scientifique, vis-à-vis des propositions, ou des propositions également des stratégies que préconise l'équipe avec le professeur Jean-François Delfraissy. Ce qui me frappe, c'est qu'on est finalement dans une dimension plus électoraliste que politique. Et on a l'impression que les stratégies sont des stratégies au jour le jour, en fonction de considérations qui ne privilégient pas la question du Covid. Mais attendez, je donne juste un exemple, et j'en termine là-dessus. Le Covid, c'est pas uniquement la menace d'une pandémie, c'est tout ce que ça révèle d'une société. Et donc, c'est une signification totale. On le lit bien dans le livre. D'où l'importance de 131 collaborateurs pour éclairer cette affaire. Mais pour moi, une des priorités, c'est la précarisation de notre société. Et pas uniquement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue moral, d'un point de vue politique. Et le danger, c'est pour ça que je suis effectivement avec beaucoup de réactivité, mais vraiment en tant que citoyen, c'est que c'est notre démocratie qui est en jeu, dans l'indécision ou dans les décisions. On ne pourra pas être dans un état d'exception jusqu'aux prochaines élections. On ne pourra pas être manipulé par un discours à la fois paternaliste, autoritaire, et qui met en parenthèse un certain nombre d'éléments de l'état de droit. Je voulais vous citer Jean Castex. Phrase de Jean Castex hier matin. Les Français ont considéré un peu trop vite,
malgré les discours que nous tenions, que ce virus avait disparu. Attendez, mais Jean Castex, je respecte l'autorité. Encore une fois, je respecte l'état de droit. Et quelle est ma légitimité à parler? Je parle vraiment comme un citoyen. Mais Jean Castex a été responsable, en charge, et ça lui a réussi puisqu'il est devenu Premier ministre, du déconfinement. Oui. La vraie question que je pose, quels étaient les critères de réussite du déconfinement? Est-ce que c'était des critères économiques? Est-ce que c'était des critères sociétaux? Est-ce que c'était en termes d'acceptabilité? Est-ce que c'était en termes de soutenabilité par les équipes qui aujourd'hui sur le front, et pas du sanitaire, mais aussi du médico-social et dans d'autres domaines? Je discutais hier avec des magistrats qui ont été aussi sur le front, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est la société civile, la société des professionnels dans leur diversité qui sont sur le front, et ils sont, et elles sont, les personnes qu'on rencontre au quotidien, dans une espèce de défiance, j'allais dire d'abord dans une désillusion, dans une espèce de désespérance. On n'a pas véritablement réussi à faire apparaître un projet. On nous parle d'un stratège qui est à la tête de l'État, je veux bien l'admettre, je respecte le président de la République, y compris dans sa dimension morale, quand il a dit « on n'oubliera personne sur le bord du chemin ». Et il était prêt, effectivement, et c'est un engagement fort, quand il a dit vis-à-vis des personnes vulnérables, avec toutes les polémiques d'intellectuels que ça suscitait, en disant c'était bien de privilégier la vie, mais vous auriez dû penser aussi aux jeunes générations et à notre économie. Donc, moi, ce que je fais, je suis porte-parole, si vous voulez, de silencieux, qui aujourd'hui sont exaspérés, désillusionnés par autre chose qu'une parole avec des invocations, souvent avec des injonctions contradictoires, un discours tantôt paternaliste, un petit peu bienveillant, et puis un discours répressif. Et je dirais qu'à un moment donné, l'acceptabilité politique de notre société, elle ne sera pas au rendez-vous. On l'a vu ce qui s'est passé à Marseille, qui fait qu'on a accommodé en quelque sorte. Voilà. Je ne vais pas détailler, mais tout le monde est tellement au courant, il suffit de vous écouter en quotidien pour voir qu'on est dans un moment de crise politique. Bruno Jeudi. Mais professeur, si on vous suit par rapport à une décision qui pourrait être prise demain sur un possible couvre-feu, on a l'impression que ce tour de vis, je reprends votre mot, c'est plus pour des raisons politiques finalement que pour des raisons sanitaires. Pour le mot tournevis, c'est pas moi qui l'emploie. C'est un mot qui a été repris d'une manière générale. Le mot répression, le mot décision, j'allais dire, qui sont des décisions, pour moi, qui relèveraient d'un arbitrage public, pas d'arbitraire. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt la sanction d'un échec. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux politiques, aux responsables de l'État de gérer seuls. C'est eux qui se sont accaparés cette question avec une suffisance, d'une certaine manière, aucune modestie, aucune humilité dans le discours. Et on voit les résultats aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est que je ne savais pas qu'aujourd'hui, on est le 13 octobre, j'allais être invité par BFM pour parler d'une crise qui est endémique et qui probablement va nous exposer à des tragédies humaines dont on n'a pas conscience et qui seront d'une autre amplitude que ce qu'on a vécu dans la période du confinement. Parce que les gens qui ont vécu le confinement chez eux, je pense aux personnes, par exemple, qui sont avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer ou de maladie psychique. Je pense à des personnes qui sont dans des vulnérabilités sociales réelles. Est-ce que vous croyez qu'ils accepteront nouveau cette expérience dont ils se sont jamais remis? Et voilà, il n'y a pas eu un travail de retour d'expérience au niveau sociétal. Il n'y a pas eu de grands débats. Il n'y a pas eu de concert. Mais attendez, il n'y a pas le temps. Mais on avait, attendez, le temps, on le prend. Le temps de la réflexion, on le prend puisque il tient véritablement à la discussion, à l'échange, à la sollicitation des intelligences de terrain, de réussir ou pas ce qu'on a échoué. Alors attendez, je vais vous citer, Emmanuel Hirsch, je vais vous citer dans votre livre. Vous dites, et ça rejoint ce que vous dites là, hein, l'urgence d'une décision ne doit pas faire l'impasse sur un minimum de concertation. Mais comment est-ce qu'on fait pour remettre dans l'urgence de la situation de la concertation et, je vais employer un grand mot, et de la démocratie? J'ai l'impression qu'on n'en veut pas de la concertation. Moi, depuis le début, encore une fois, je ne suis pas un homme politique. Dans ma prochaine réincarnation, je serai peut-être avec une vocation politique, tellement je suis désespéré de ce que je constate comme citoyen aujourd'hui. Mais la concertation, c'était dès le départ. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de la concertation. En tous les cas, elle n'a pas été rendue publique. Alors, où a eu lieu la concertation? Effectivement, dans les chaînes de télé, par exemple, ou à la radio. Et ce qui m'a beaucoup frappé d'un paradoxe parmi tant d'autres, dans une société comme la société française, on a dit il faut développer la France apprenante, rappelez-vous, pendant le confinement. Ce que les hommes politiques, les responsables de l'État n'ont peut-être pas encore saisi, que la France a appris. Elle a appris d'abord de ce qu'a été le confinement, elle a appris de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle sait faire. On a vu tout un ensemble d'inventivité, on a parlé d'agilité, toutes ces initiatives extraordinaires. À part leur rendre hommage et applaudir les gens, qu'est-ce qu'on en a fait de ce trésor, qui est un trésor, j'allais dire, de démocratie? Mais qu'est-ce qu'on aurait pu en faire? Attendez.
Malheureusement, même des personnes comme moi qui travaillons les questions d'éthique, regardez le site de l'espace éthique de la région Île-de-France, on a fait un travail de terrain immense, on continue à aller sur le terrain. À aucun moment, on a daigné prendre le moins de contact avec nous pour donner quelque chose de concret, pour dire vous travaillez avec les EHPAD, on est constamment avec les EHPAD, par rapport à ce qui va se passer demain. Est-ce que vous avez des idées concrètes? Juste un point pour répondre, Maxime Souquet, précisément à votre affaire. Parlons d'EHPAD. Voilà un enjeu tout à fait important. Bien, vous avez des EHPAD qui ont pris la décision de mettre en place une réflexion non pas éthique, mais politique. Notamment, vous savez que vous avez dans les EHPAD une vie démocratique, en tout cas dans les EHPAD qui fonctionnent normalement, et qui se sont concernés ces dernières semaines pour dire si demain on était confronté à une situation de cette nature, mais aussi bien avec les résidents, avec les familles, ce qu'on appelle les conseils de la vie sociale. Si demain on était confronté à cette situation, comment on ferait? Qui on privilégierait? Quels seraient nos critères? Et ça a l'air de rien, mais cette intelligence du réel, cette expertise, ce qu'on appelle ce savoir expertal, ont une valeur extraordinaire. Vous avez des personnes âgées qui ont dit, nous on n'ira pas en réanimation de toute façon. On a bien compris que c'est pas notre place. On va tout faire, au contraire, pour créer les conditions d'une vie soutenable, pour éviter les morts qui étaient des morts de désespérance et pas des morts du Covid. Donc il y a eu des réflexions, il y a eu des stratégies. Le grand problème pour les EHPAD aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de professionnels ont perdu, j'allais dire, le chemin de l'EHPAD, sont tellement désespérés, et d'une certaine manière n'ont pas de réassurance que ça se passera autrement. Ils ont plutôt le sentiment que ça se passera d'une manière pire. Quand vous allez sur le terrain de l'hôpital, moi, je rends hommage aux décideurs, même aux directeurs d'hôpitaux, à tout ce qui se mobilise aujourd'hui dans les hôpitaux. Mais il y a une certaine forme, j'allais dire, non pas de consentement à quelque chose qui va se passer, mais le sentiment qu'on est dans une espèce de continuité et qu'on n'a aucun élément novateur pour nous permettre de faire face à une crise dont l'intensité sera la durée. La durée, la complexité. J'ai discuté avec Bruno Rioux, qui est le directeur médical de crise de la PHP. Donc un réanimateur, un homme qui connaît le terrain et qui anime ces questions au niveau de la PHP, qui est assez remarquable aujourd'hui dans ses engagements. Et il me disait, le vrai problème aujourd'hui, c'est la continuité, c'est-à-dire un temps incertain. Alors à l'incertitude de l'expertise, à l'incertitude du débat politique, à l'incertitude de la vie démocratique, s'ajoute cette incertitude d'un temps dont on ne sait pas d'une certaine manière comment le gérer. Et on est en plein dedans ce soir. Isabelle Saporta. Oui, non, mais moi je trouve que ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a eu des décisions qui relèvent de l'entre-soi, effectivement, qui relèvent de l'entre-soi. On voit bien qu'on a eu une espèce d'opacité sur la prise de décision. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas d'adhésion, parce qu'effectivement, ça tombe toujours de façon verticale. On voit qu'on cavale toujours derrière l'épidémie et qu'on n'est jamais précurseur, qu'on n'a jamais une solution avant, qu'on n'a jamais pensé de stratégie. Et au fond, la seule solution qu'on ait pour une acceptabilité, c'est de culpabiliser le peuple français, de dire au fond ce qu'a fait Castex lundi, vous ne vous êtes pas bien comporté, donc punition. Et je ne vois pas comment, alors même qu'on s'est rendu compte, vous avez tout à fait raison monsieur, que finalement, qu'est-ce qui fonctionnait? C'est quand toute la technostructure était court-circuitée, quand il y avait des solutions de terrain. Et bien, une fois encore, on n'associe pas le terrain. On s'en coupe et on attend verticalement de Macron qui nous donne la solution. Et je trouve ça dramatique. Professeur Hirsch, à quoi serez-vous particulièrement attentif dans les heures qui viennent et notamment dans les mots qu'emploiera demain Emmanuel Macron? À la cohérence du président de la République, parce que c'est un homme de qualité, me semble-t-il, moral, personne ne peut le contester. Et je vois la difficulté de la gouvernance. Moi, je suis critique. Si j'étais aux affaires, probablement que j'aurais d'autres critères à faire prévaloir, mais que je serais pris aussi par une réalité complexe. Et j'arrive à comprendre, parce qu'il n'y a pas que le Covid. Il y a la géopolitique, il y a la misère, il y a tellement de problèmes. Il faut uniquement hiérarchiser, c'est ça aussi qui est important en matière d'éthique. Ce que j'attends, moi, c'est de la loyauté. De la loyauté. Et une certaine forme de capacité de dire qu'on est vulnérable. On est tous ensemble assez conscients de nos vulnérabilités. Et encore une fois, ce n'est pas que le coronavirus. Les vulnérabilités, elles sont cumulées. Donc j'attends une parole d'humilité, et pas uniquement dans la comédie, mais vraiment une parole d'humilité qui n'est pas contradictoire avec une volonté d'agir. J'attends un projet. J'attends un plan. Et un plan qui se construit, j'allais dire, sur un temps, d'une certaine manière. J'attends de voir comment on va mobiliser la société. Le Premier ministre nous a beaucoup parlé des territoires, de la proximité. C'est là que ça s'est joué jusqu'à présent. C'est là que les enjeux... Comment on va donner une légitimité... Professeur, c'est ce qu'ils font. Une des leçons qui a été tirée entre la première et la deuxième vague, c'est sans doute la prise de décision au niveau des territoires. Alors peut-être que c'est pas toujours très lisible. C'est pas non, mais vous avez vu c'est quand même le cas. Vous avez vu ce qu'ont été les grandes décisions qui ont été imposées comme ça du jour au lendemain. Vous avez vu la concertation. Moi, je pense que respecter les gens, c'est les reconnaître. Les gens, ils demandent de la reconnaissance. Reconnaissance dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font et dans
leur capacité. Et puis vous avez un concept très intéressant, qui est le concept d'Amartya Sen, vous savez, le prix Nobel d'économie, qui disait les capacités. Il faut mettre les gens en situation d'être capables. Et vous voyez, j'évoquais le sida. Les années sida, c'est les années de la responsabilisation. Vous avez un milieu associatif, Aide et d'autres associations importantes comme Act Up, qui vont raisonner la sphère publique en politisant une question de santé. Et moi je dis, il faut démocratiser. Alors, je ne vais pas donner au président de la République, ça serait très insultant à ton égard, c'est un grand esprit, c'est un philosophe, il a travaillé avec des philosophes comme Paul Ricoeur, donc il a tout un ensemble de ressources. On a besoin de bienveillance, on a besoin d'intelligence, on a besoin d'efficacité, et surtout on a besoin d'un projet qui cohère la société. Et vous voyez, ce que je vois dans les mesurettes qui sont prises d'une manière contradictoire, avec aussi tous les corporatismes que je comprends, parce qu'il y a des intérêts vitaux pour les gens qui ont des professions, je demande vraiment une intelligence de la complexité. Et puis on doit aussi admettre qu'on est une société qui doit intégrer la notion de risque. Donc je demande aussi une certaine forme de pédagogie, bref, qu'on développe une culture. Et pour terminer sur cet aspect-là, pour moi, si j'avais été aux affaires, j'aurais mis le milieu de la culture, le milieu des intellectuels, ceux qui font la vie de la société, au cœur même de la réflexion et de l'animation du débat. Et on a écarté pour différentes raisons. Oui, donc que le président de la République, s'il écoute, comme il doit écouter votre émission, soit rassuré. Je suis un citoyen qui demain l'écoutera avec attention. Je ferai de ceux qui mettront en œuvre aussi, chacun dans son domaine de compétences, les politiques qui seront mises en œuvre. Mais j'aurai toujours le sentiment que la loyauté doit prévaloir. Transparence, loyauté, revoir la communication et puis donner le sentiment qu'on respecte une société, notamment à travers ses vulnérabilités. Une feuille de route. On aurait pu évoquer 1000 autres sujets qui sont dans ce livre Pandémie 2020. Vous le dites, il y a plus de 100 contributeurs. Vous avez dirigé l'écriture de ce livre. C'est passionnant, notamment tout ce qui s'est passé effectivement dans les EHPAD, dans les hôpitaux, les choix qui ont dû être faits par les médecins, tous ces choix-là, ces choix éthiques. Pandémie 2020, c'est aux éditions du CERF. Merci beaucoup, professeur Hirsch, d'être venu ce soir sur BFM TV.